Bonjour, Renaud Dourges en votre compagnie avec Benoît à la réalisation. J'ai le plaisir d'être en compagnie d'Albert Wilmets, que j'hésite à présenter car vous êtes venu plusieurs fois pour notre plus grand plaisir dans cette émission. Aujourd'hui, nous allons parler de Sarah Bernard, raconté par Albert Wilmets en 2024. C'est un ouvrage donc qui date de l'année dernière. Et c'est paru, comme souvent, c'est paru à l'Association des Amis de Sacha Guitry. Lorsque nous évoquons Sarah Bernard, on peut dire que ce fut plus qu'une star, ce fut réellement un monstre sacré. Je crois qu'il n'y a pas, en effet, de comparaison. Quand Victor Hugo parle, quand Cocteau également, tout le monde et ses obsèques montrent un Paris où il n'y a plus une place de la rue de Rivoli à la Madeleine, à Saint-Augustin. C'est quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer. Sont connus non seulement à Paris, mais dans le monde entier, puisqu'elle a fait énormément de choses. Mais ce qui est important aussi, c'est qu'elle était, et c'est pour ça que c'est l'Association des Amis de Sacha Guitry qui l'a publié, comme une seconde mère, comme dit Sacha Guitry. Et elle était très proche de lui. Sarah Bernard avait été le témoin du mariage des parents de Sacha Guitry. De Lucien. Voilà, de Lucien Guitry à Londres. Et bien entendu, elle sera à son tour témoin au mariage de Sacha Guitry et d'Yvonne Printemps. Il était donc logique que l'Association des Amis de Sacha Guitry lui rende hommage dans ce livre qui permet de retracer sa vie en entier. Alors, vous avez évoqué Victor Hugo, nous en reparlerons plus tard. Sacha Guitry, elle est née sous Louis-Philippe et elle est décédée sous la Troisième République. Absolument. Et c'est là où on se rend compte comme elle est moderne. Parce qu'une femme née sous Louis-Philippe, il y a des contraintes que l'on n'imagine pas. Et pourtant, toute sa vie, elle fera exactement ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle veut, son caractère est bien trempé, on lui donnera des conseils de tous ordres, y compris, il faut épouser un monsieur riche, pas question. Pourquoi ? Je l'aime pas. Et après on dira, tu sais, ta mère a des problèmes financiers, ce serait bien que tu épouses quelqu'un. Et donc on la prend par le cœur, parce que sa femme indépendante a un cœur extraordinaire. Et à ce moment-là, elle rentre à la Comédie Française à nouveau pour avoir un salaire en se disant ça peut aider. Vous dites à nouveau parce qu'effectivement, elle a fait des allers-retours, on pourra en parler tout à l'heure. Alors, vous avez évoqué sa mère, elle en a été très très proche. Par contre, son père n'en parle très très peu. Il est mort, c'était un très bel homme. On sait qui est son père, mais il était assez absent. Il a eu des problèmes financiers à cause d'un de ses associés qui était malhonnête et c'est sur lui que c'est retombé. C'était un avoué. Voilà. Il est mort après en Italie et elle l'a beaucoup regretté, mais elle l'a très peu vu. Et quant à sa mère, c'est une chose qu'on a du mal à imaginer, mais la mère préférait une autre sœur. Et elle le disait. Ce qui est absolument rarissime. Si bien que lorsque la troisième sœur, n'en pouvant plus, Sarah Bernard étant indépendante, la troisième sœur dit « Écoute, je veux habiter avec toi ». Et à ce moment-là, la mère dit « Oh, je garde ma fille préférée ». C'est absolument monstrueux. Tout à fait. Ça fait penser un petit peu à Poil de Carotte, qui est l'enfant rejeté alors que par la mère. Voilà, le cas est beaucoup plus fréquent que ce qu'on croit. Nous avons donc parlé de sa mère. Alors, il y a une de ses sœurs qui est une vraie peste. Alors, elle est très drôle. Seulement, en effet, vous avez raison, c'est un danger public. Elle avait été élevée comme Sarah Bernard à la campagne, chez les paysans au départ, mais elle avait gardé des habitudes sauvages qui dépassent l'imagination. Et l'accent paysan aussi. Voilà, alors elle chantait tout le temps « Mon petit ventre est content », etc. En bourrée auvergnate absolument diablée. Elle le faisait au moment où il ne fallait vraiment pas le faire. Elle se comporte mal, elle a un vocabulaire de charretier qui vaut la première démission par la suite de la Comédie Française. Le ministre des Beaux-Arts, elle lui sort des trucs hallucinants dont on n'a absolument pas idée. Et en revanche, elle a de très beaux cils. Elle a aussi une indépendance de caractère inouïe comme Sarah Bernard, mais elle n'en a pas le génie. Mmh. C'est le duc de Morny, qui est le demi-frère de Napoléon III, comme on le sait, qui va lui proposer à Sarah de rentrer au conservatoire.
Voilà, c'est assez extraordinaire. Sarah Bernard sort du couvent. Elle a 14 ans et demi. On veut la marier. Et elle dit non, je ne veux pas, je ne veux pas. Et le duc de Morny lui dit à ce moment-là, il est un ami de sa mère et surtout un ami de sa tante, de la sœur de sa mère, lui dit celle-là, elle est faite pour faire de la comédie. Et il va lui organiser un rendez-vous au conservatoire. Et ce qui est absolument stupéfiant, c'est qu'elle n'avait pas envie d'y aller. Elle aurait préféré retourner au couvent. Au couvent, néanmoins, elle avait déjà joué la comédie. Et très rapidement, elle va éblouir au conservatoire, mais il y a un petit problème, c'est qu'elle est tellement bonne, on la prend pour la Comédie Française, etc. On veut la prendre déjà, mais elle a une invitation pour aller au théâtre du Vaudeville avec un gros cachet. Eh bien, le ministère lui interdit, ce qui prouve qu'on lui a facilité la vie jusqu'à un certain point. Et puis n'oublions pas que lorsqu'elle a 20 ans, le duc de Morny n'est plus là. Il est mort très jeune. Mais il y a beaucoup d'artistes, même à notre époque, qui étant à la Comédie Française, se sont vus refuser d'aller jouer ailleurs. Oui, tout à fait. Jean-Pierre, que j'ai bien connu, m'avait raconté qu'il avait eu beaucoup de difficultés quand il jouait au cinéma ou ailleurs. C'est pas dans l'esprit 100% de la maison de Molière. Et à l'époque, Sarah Bernard en démissionnait tout le temps. Mais pourquoi est-ce qu'elle en démissionnait ? Parce qu'elle voulait créer. Elle voulait jouer. Elle était faite pour une chose inouïe, qui est d'avoir un magnétisme sur scène tel que le public l'acclamait d'une façon à la folie. Quand Victor Hugo, avec Hernani, Ruy Blas, se jette à ses genoux en disant « merci, merci », il faut vraiment... Et Victor Hugo avait vu pas mal de choses avant. Donc on imagine l'élément extraordinaire. Mais la Comédie Française à l'époque, c'est une question peut-être d'époque aussi, d'administrateur, préférait la cantonner dans des rôles plus ou moins importants, ce qui avait été un petit peu difficile pour elle. Et ça a été d'ailleurs une des raisons pour lesquelles elle s'est mise à sculpter et à peindre, parce que ne pouvant pas créer et faire ce qu'elle voulait, elle était obligée de faire de la création ailleurs, si j'ose dire. Alors elle va quitter une première fois la Comédie Française d'une façon assez fracassante, puisqu'il va y avoir une gifle ou une paire de gifles. Voilà, c'est la fameuse procession pour l'hommage à Molière. Sa sœur lui dit, la fameuse Régina, celle qui est assez insupportable, lui dit « Oh, viens, je veux y aller avec toi, je veux avec toi ». Elle demande l'autorisation, elle l'obtient, il y a Régina qui est là, et Régina marche sur la traîne d'une sociétaire importante, physiquement et intellectuellement. Et marchant sur la traîne, la sociétaire se retourne et la pousse violemment. Alors elle va ricocher sur le mur et Sarah Bernard, stupéfiée qu'on bouscule sa sœur comme ça, donne une gifle et pendant ce temps-là, au lieu d'arranger les choses, la petite dit « Mais qu'est-ce qui lui prend à celle-là à ruer comme une vache ?» Enfin, c'est absolument inouï, donc rien pour arranger. Alors après, ils ont essayé d'arranger les choses et ils ont dit « Faites une excuse. » Ah ben non, si je la vois, moi je la regifle. Donc c'était absolument pas bien parti, mais la base, c'était qu'elle n'était pas dans le cadre habituel. Elle était très maigre. Elle avait des cheveux un peu comme une femme noire, extrêmement crépus, ce qui à l'époque, le théâtre français, sous Louis-Philippe et le Premier Empire, n'était pas du tout acceptable et accepté. Et les dames à l'époque étaient plutôt comme des tableaux de Rubens, c'est-à-dire avec une grande abondance. Et donc, elle n'était pas dans le canon. On voit des portraits de Mademoiselle Georges, par exemple, qui était une grande artiste de l'époque, qui était plutôt plantureuse. Voilà, ce sont des Rubens, c'est très plantureux. Voilà. Elle va se retrouver au théâtre de l'Odéon et elle va remplacer au pied levé la première artiste dans une pièce qu'elle ne connaissait pas. Elle va la prendre en une journée, cette pièce. Oui, elle arrive à 5 heures pour prendre les places de théâtre et on lui dit oh, on a vraiment besoin de vous, l'actrice principale ne peut pas jouer ce soir. Elle apprend la pièce. Immédiatement, elle dit elle-même qu'elle a une mémoire formidable. Mais il y avait une partie chantée, en duo. Donc on fait venir quelqu'un pour qu'elle puisse répéter le duo. Et le soir, le triomphe est tellement éblouissant que le directeur lui propose un contrat de 3 ans, très bien payé, qu'elle ne prend pas parce qu'elle veut bien faire un remplacement comme ça. Mais ce n'est pas exactement ça ce qu'elle veut faire. Ce qu'elle veut faire, c'est jouer Phèdre, c'est créer des pièces, comme elle le fera par la suite.
Alors, vous avez parlé de son physique et vous soulignez qu'à 21 ans, elle en paraît 17, mais elle joue les rôles de femmes de 35 ans. Oui, c'est absolument étonnant. Et quand elle aura 60 ans, pour l'Aiglon, elle jouera le rôle d'un garçon de 18. Donc on est dans le fait qu'elle est capable de tout jouer. D'une façon invraisemblable. N'oublions pas que le conservatoire, c'est à 15 ans, enfin 14 ans et demi, comme elle disait, puisqu'elle le prend très mal quand on dit 15 ans. Et jusqu'à la fin, elle pourra jouer les rôles dont elle a jamais eu l'âge. Va arriver la guerre de 1870. Paris est encerclé, bon, il y a énormément de blessés. Elle va installer un hôpital militaire au théâtre de l'Odéon. C'est absolument étonnant. C'est son bon cœur. Elle veut aider les autres. Elle organise ce qu'on appelait une ambulance, c'est un hôpital militaire. On lui apporte les blessés. Elle s'organise pour la nourriture. Elle récupère des vins, des pansements, etc. Il y a des problèmes avec la mairie parce que la période de la Commune est un petit peu compliquée, etc. Et elle va même sur le champ de bataille récupérer celui de Châtillon. Récupérer les blessés qui peuvent encore être soignés. Et c'est inouï, je ne connais pas d'exemple de grande actrice ayant à ce point aidé les blessés, les soignants, et se dévouant complètement à eux. Alors vous citez le nombre 300 blessés. C'est absolument considérable. C'est-à-dire qu'il faisait très froid en plus, si bien qu'elle a brûlé les fauteuils de l'Odéon, les bancs, etc. On n'a pas idée du dénouement. Et même si elle parle beaucoup de la Commune à ce moment-là, avec les problèmes que ça lui a causés parce qu'on a voulu lui interdire un certain nombre de choses, le nouveau préfet qui avait été nommé était fusillé peu de temps après, donc cette période est extrêmement troublée. Néanmoins, elle voulait aider. Et elle l'a fait constamment, sans aucune raison logique de gloire pour elle en tant qu'actrice. Alors nous allons écouter un communiqué si vous le voulez bien. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Je rappelle que je suis en compagnie d'Albert Wilmetz qui nous raconte, puisque c'est le titre de l'ouvrage, Sarah Bernard, et c'est paru aux éditions des Amis de Sacha Guitry. Nous avons évoqué un petit peu trop rapidement tout à l'heure Victor Hugo, et vous avez cité le rôle de Ruy Blas. C'est inouï parce qu'au départ, elle avait un préjugé sur Victor Hugo. Il avait une réputation moyenne. Et puis, quand il a dit « venez faire la répétition chez moi », elle a refusé. Elle a écrit un mot en disant que Donia Sol, le rôle, se sent fatiguée et qu'elle ne peut pas répéter chez Victor Hugo. À quoi Victor Hugo répond « Je suis votre serviteur, madame ». Et rencontrant Victor Hugo, cette femme est tellement intelligente, ce dont on ne parle pas assez, c'est qu'elle revient complètement sur son sur ce préjugé. Elle le voit même une fois dans la rue, sortant du théâtre de l'Odéon, aider une vieille dame qui n'arrive pas à traverser la rue avec un gros fardeau sur le dos. Victor Hugo donne une pièce à la vieille dame, prend le lourd fardeau pour aider la vieille dame à pouvoir passer. Donc c'est quelque chose... Ça l'a ému. Oui, tout à fait. Et parce que elle était à l'origine absolument opposée. Et ce qui est intéressant, et c'est la raison pour laquelle on a publié le livre, c'est que Sarah Bernard, toute sa vie, grâce à son intelligence, à son cœur, va pouvoir faire des choses qui sont tellement hors du commun, tellement exceptionnelles, extrêmement drôles parfois, parce qu'elle a toujours un humour, une répartie, ce qui fait que le livre est très drôle et qu'il s'inscrit dans les autres livres que nous avons publiés sur Monet, sur Alphonse Allais, bientôt sur encore d'autres livres qui vont paraître. C'est ce caractère exceptionnel d'intelligence et de joie de vivre, car elle avait une joie de vivre
débordante. Et quand un homme mourait trop jeune, elle disait « Oh, ce qu'il est bête !» Et elle était, on le voit dans le film Ceux de chez nous, que Sacha Guitry avait filmé, et qu'il a fait passer pendant l'occupation avec les affiches de la Madeleine. Alors que les Allemands étaient contre le fait qu'on la voit. Bien oui, puisqu'à cause des ignobles lois ariennes, et on revient avec la fameuse pièce dont on a déjà parlé, Mon Auguste grand-père, qui se ridiculise le statut que l'occupant avait obligé. Et Sacha va faire reparaître Ceux de chez nous avec Sarah Bernard sur les affiches. La censure commence à râler un peu, et puis quand elle râle trop, il est obligé d'arrêter. Mais il recommence en décembre 1941 à nouveau à pouvoir le faire reparaître. Il tenait tellement à Sarah Bernard, il avait raison. Alors vous parlez de ces réparties, il y en a une qui est très célèbre maintenant, à une jeune actrice qui lui dit « Moi, je n'ai jamais le trac ». Ah, mais c'est pas grave, ça viendra avec le talent. Voilà. Et tout est comme ça. Mais alors, il y a eu pire une fois. Il y a une chose politique. Elle était très anti-allemande, comme Sacha Guitry, comme mon grand-père Albert Widmers, puisqu'à l'époque, nous n'avions plus l'Alsace-Lorraine. Et il y avait au Danemark un ambassadeur prussien, puisque c'était la Prusse à l'époque, qui avait envoyé des fleurs à Sarah Bernard tout le temps. Elle les avait renvoyées parce qu'elle ne supportait pas le monsieur en question, bien entendu, prussien, donc allemand, etc. Et lors d'un grand dîner au Danemark officiel, tout le monde fait des toasts, et bien entendu, comme un gros malin, l'ambassadeur de Prusse, un peu lourd, dit « Et puis, je voudrais lever mon verre aussi à Madame Sarah Bernard, la plus grande actrice qui représente la France. » Silence. Sarah Bernard se lève et elle dit « Oui, monsieur l'ambassadeur, mais à la France tout entière. » À ce moment-là, l'orchestre qui était là joue la Marseillaise, tout le monde se lève, vous imaginez la situation. L'ambassadeur de Prusse est convoqué par Bismarck le lendemain et est renvoyé. Nous allons parler aussi de ces tournées internationales, puisque elle est allée aux États-Unis, ce qui était peu d'artistes français ont dû à l'époque aller aux États-Unis. Elle était une pionnière et elle a joué des représentations dont on n'a même pas idée. La Dame aux Camélias, je crois qu'au 3e acte, il y avait 19 rappels. Au dernier acte, il y en avait 29. 29 rappels, moi j'ai jamais vu ça de ma vie au théâtre. Surtout qu'elle joue au français là-bas. Elle a eu un très bon impresario qui a tout bien organisé et ça lui a rapporté une fortune puisque son tempérament cigale faisait qu'elle dépensait tout. Il suffisait qu'elle remonte sur scène pour que les choses se marchent bien. Mais aux États-Unis, où elle a tout fait et tout vu, elle a même enregistré avec Edison, elle a vu la construction du pont de Brooklyn, puisque c'était en 1880 qu'elle était là-bas. Une date, ça fait toujours bien, ça fait sérieux. Et j'ai toujours été surpris comment elle avait fait pour réunir en 1881 2 600 000 francs or, ce qui est absolument gigantesque. Sachant qu'un hôtel particulier à l'époque à Paris très bien placé coûtait moins de 100 000 francs. Donc on a du mal à imaginer qu'elle ait pu faire une chose pareille. Le prix des places. Ah, alors ça c'est une chose qui est intéressante à mettre au point, c'est que le prix des places de théâtre, eh bien, il était mis aux enchères. Oui, c'est ce que j'ai lu dans ce votre qui a page. Permis qu'on arrive à des sommes absolument inouïes. Mais lorsqu'elle a pris le bateau, elle s'est indignée d'une chose. C'est concernant les canaux de sauvetage. Oui, et là, à nouveau, on retrouve son grand cœur. Il y avait les migrants qui déjà payaient pour partir, qui étaient dans la soute et dans le bas, etc. Et elle s'est rendue compte, puisqu'elle est allée soigner quelques migrants, elle a la même main dont elle s'est occupée pour l'accouchement, et elle a dit au capitaine, « Je ne comprends pas, vous n'avez pas un nombre de canaux suffisant. » Ah oui, madame, enfin c'est comme ça. Et elle a fait un scandale dont on n'a absolument pas idée à l'époque, c'était en 1881, en disant « Mais comment est-ce qu'on peut ne pas avoir suffisamment de canaux de sauvetage pour tout le monde ?» Et toute sa vie elle sera peut-être excentrique sur certains faits, sur les grandes démissions qui arrivent, mais dans la pratique, elle sera toujours au service des autres, tout en étant la plus grande comédienne de son époque. Parlons rapidement d'une représentation de l'Aiglon où elle va se tromper dans une réplique. Voilà, alors bien entendu, on connaissait à l'époque le public l'Aiglon par cœur. Et à un moment, l'Aiglon, c'est-à-dire fils de Napoléon, tape sur la table et dit, elle aurait dû dire « Ne frappez pas la table avec violence, vous allez faire tomber le sabre d'ordonnance ». Et elle dit « Ne frappez pas la table avec colère ». Silence dans la salle, tout le monde dit comment est-ce qu'elle va s'en sortir sans Alexandrin, c'est pas très pratique.
vous allez faire tomber le glaive consulaire. Et à ce moment-là, un élément de hurrah qui n'en finissait pas. Alors, il y a une anecdote qui n'est pas dans le livre, celle-là, mais qui fait partie du livre Sacha Guitry, Yvonne Printemps, que l'association a publié. C'est que à la suite de le glaive consulaire, Yvonne Printemps disait « elle l'a fait exprès ». Il nous reste 3 minutes, alors nous n'avons pas eu le temps de parler de son mari, et elle a eu un enfant. Elle a eu un enfant à 19 ans avec le prince de Ligne, qui est son fils Maurice qu'elle a toujours adoré. Elle a eu un mari qu'elle a adoré et qui n'était vraiment pas la personne qu'il lui fallait, mais elle l'a adoré au-delà de ce qu'il est possible. Il la trompait tout de suite, il était très beau, excessivement beau, et elle payait tout pour lui. Et en plus, le pauvre garçon se droguait, il revenait à l'improviste, et quand il est mort, elle était tellement amoureuse qu'elle a fait un buste de lui pour pouvoir une dernière fois modeler sa bouche, ses yeux, son nez. Car il faudra, en lisant votre ouvrage, découvrir également qu'elle fut peintre et sculpteur. Mais cela, nous allons laisser le soin à vos futurs lecteurs de le découvrir. Nous arrivons au terme donc de cette émission. Vous m'avez indiqué que vous avez d'autres ouvrages en préparation, toujours à peu près sur cette même période. C'est une période que vous aimez particulièrement, la fin du 19e et la première partie du 20e siècle. Absolument. C'est-à-dire qu'il est normal que l'association des Amis de Sacha Guitry parle de tous les Amis de Sacha Guitry, et nous avons en préparation actuellement un livre sur Tristan Bernard et Jules Renard, vu par Sacha Guitry, et avec de nombreux textes peu connus ou pas connus du tout, qui nous permet de mieux les comprendre, de mieux comprendre leur œuvre et de les apprécier beaucoup plus. Parce que quand on comprend mieux, on aime. Et quand on aime, on est heureux. Ce sera la conclusion de cette émission. Pour terminer cette émission, j'ai choisi une chanson de Gilbert Bécaud qui est consacrée au théâtre, puisqu'elle s'appelle Le Rideau Rouge. Je rappelle, Albert Villemette, que vous étiez aujourd'hui ici pour nous parler de Sarah Bernard. Alors, c'est un ouvrage que l'on trouve donc, on peut le commander sur le site des Amis de Sacha Guitry. Absolument. Mais on peut le commander également probablement un peu sur Internet également. Oui, chez Caliani, rue de Rivoli à Paris également. Mais c'est vrai qu'Amazon est très pratique. À très bientôt et encore merci de vous être déplacé aujourd'hui même. Merci à vous.